Bienvenue à cette table ronde sur les risques en matière d'inspection dans le secteur de la santé. Merci à ceux qui sont venus assister en personne et qui ne vont pas le faire en remote à l'heure qui leur convient. Nous avons déjà fait cette formation dans le cadre de notre Life Sciences Academy d'Eckert, où on invite nos clients, et notamment les plus jeunes de nos clients, pour se familiariser avec ces procédures. Et on a pensé que pour le cercle Montesquieu, ce serait quelque chose d'intéressant à formuler aussi. Donc, on va parler des inspections réglementaires santé, ANSM, DGCRF pour les DMOS. On va parler bien sûr de la CNIL. On va parler des inspections concurrence et puis on va parler de tout ce qui est pénal des affaires et les différentes enquêtes qui peuvent avoir lieu dans le cadre du droit pénal des affaires. Vous verrez, alors on les a pris vraiment une par une. Il y a des points communs, certains points communs, notamment dans le cadre du respect des droits du justiciable dans les différentes inspections, mais c'est quand même suffisamment différent pour que ça mérite des présentations séparées. Et donc, sans plus tarder, on va commencer donc avec la partie que j'appelle réglementaire avec Sophie Pellet. Merci beaucoup Mélanie et bonjour à tous. Merci effectivement d'être présent pour aborder les sujets qui fâchent, mais mieux vaut être préparé et je pense que ce sera le fil conducteur et vous en êtes très certainement conscient. Donc, sans beaucoup de surprises, vous êtes dans les industries de santé, vous êtes très susceptible, plus que susceptible, de faire l'objet d'inspection par la NSM, très certainement, par la DGCCRF sur un sujet des MOS, de manière assez probable. On n'a pas dressé de statistiques, mais il y a quand même une probabilité assez forte pour que dans votre carrière ou dans votre entreprise, la DGCCRF vienne sur les sujets des MOS. Donc, je vous le disais, c'est un sujet d'actualité et si on remonte les 3 dernières années, si on met l'année 2020 entre parenthèses, on a quand même un volant assez important d'inspection de la NSM autour de 600, je sais même du 600 plus. Ça vous montre la récurrence et de manière habituelle, on garde en tête qu'on va voir la NSM tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi des enquêtes sectorielles en parallèle des inspections entre guillemets annuelles que la NSM va faire au niveau des établissements pharmaceutiques. Elle en a fait chez les grossistes répartiteurs, elle en a fait sur la permanence pharmaceutique, elle en a fait sur les fournisseurs de matières premières à usage pharmaceutique, sur les dispositifs médicaux. Et je pense que vous serez surpris de voir que dans cette liste n'apparaissent pas les pénuries. Je vous mets en garde, vous savez à quel point c'est un sujet d'actualité. Je ne serais pas du tout surprise que parmi les enquêtes sectorielles, il y ait un sujet sur la gestion des pénuries. En tout cas, dans les enquêtes annuelles, c'est quelque chose qui est ajouté au programme en général des inspections. C'est le cas. Hein. Il y en a déjà. Des actions en cours sur les pénuries. Oui, c'est pas encore au niveau complètement sectoriel, mais Oui, mais au voilà, moins au c'est niveau ciblé. individuel, oui. Ouais, absolument. Quand il y a des questions et qu'elles donnent pas lieu à complètement satisfaction, c'est quelque chose qui est poussé dans le cadre des inspections individuelles. Oui, pardon, Laurence. Elle me rappelait que il faut vous munir du micro pour poser vos questions et pour faire vos remarques, pour que les gens qui sont à distance puissent en profiter. Donc voilà pour le volet ANSM. Pour le volet DGCCRF, elle fonctionne, elle, plus systématiquement sur des programmes d'enquête nationale et sur ce qui m'intéresse là, le volet DMOS. Elle avait annoncé dans son programme pour l'année 2021 faire des contrôles sur l'application du nouveau dispositif. Et on avait dit, bien évidemment, s'il y a un nouveau dispositif, c'est pour qu'il soit appliqué et il fera l'objet de contrôles. Donc, une enquête a eu lieu en 2022 et a conduit à une sanction
infligé en 2023 à l'entreprise Urgo. Et ce qui me frappe là, c'est pas tant le montant, bien évidemment, on retient le montant et c'était inédit dans la matière. En revanche, c'est la rapidité. On avait l'habitude de process beaucoup plus longs sur des MOS et on le verra dans le processus décisionnel à la fin de la présentation. Mais là, j'annonce en 2021, je diligente en 2022 et je sanctionne en 2023. C'est pour moi la leçon principale à retenir. Et puis, la DGCCRF peut également enquêter sur commission rogatoire. Pardon. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Alors, qui est susceptible de se présenter à la porte de votre entreprise? Ou plus précisément, les agents peuvent venir contrôler. Pour la NSM, ce sont les établissements pharmaceutiques, donc les fabricants, les exploitants, les importateurs, les distributeurs, toutes les entités qui relèvent de son champ de compétences, c'est-à-dire les établissements pharmaceutiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut se faire en France ou à l'étranger. Et en coopération avec les agences et les autorités locales, notamment auprès de vos fournisseurs, de vos fabricants ou de vos usines à l'étranger. Pour la DGCCRF, le prisme est un peu différent. Son champ de compétences est uniquement en France. En revanche, elle va au-delà de l'entreprise, aller visiter les prestataires, les agences de voyage typiquement, mais également les bénéficiaires, les professionnels de santé. Elle ne le faisait pas. Elle avait coutume de poser la question aux entreprises en disant vous me dites que vous le faites un peu sous la pression des professionnels de santé qui vous demandent de les inviter, de les faire voyager, etc. Dites-nous de qui vous subissez la pression, on ira voir. Bien évidemment, on leur disait pas, mais voilà, est-ce que c'est un volet qui va se développer? Là aussi, la DGCCRF a tout pouvoir pour aller visiter les bénéficiaires. Et puis, elle reçoit, il ne faut pas l'oublier, des plaintes de ces bénéficiaires et une précédente sanction avant Urgo avait été infligée sur, non pas dénonciation, mais plainte d'un prothésiste, enfin de praticien, pardon, auprès de la DGCCRF sur un prothésiste qui n'avait pas respecté ses engagements, qui leur avait promis en gage de fidélité un voyage à New York et il avait eu la mauvaise idée de ne pas l'honorer. Donc la DGCCRF s'est emparée du sujet et a fait une enquête. Ce slide-là sur les horaires de visite, je vous l'ai vraiment mis pour mémoire et je ne vais pas y passer de temps. Simplement garder à l'esprit et surtout garder le papier sous la main. Les horaires ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit des lieux à usage professionnel ou des lieux à usage d'habitation et selon qu'il s'agit de la NSM ou de la DGCCRF. Et bien évidemment, mais vous n'avez aucun doute là-dessus, le fait de s'opposer aux enquêtes est passible de lourdes sanctions. Les pouvoirs maintenant de la NSM et de la DGCCRF, des pouvoirs communs de recueillir sur place ou sur convocation, donc dans l'entreprise ou dans les locaux de l'autorité pour vous inviter à venir. C'est vraiment pas le cas le plus fréquent, mais elle a la possibilité de le faire. Donc de recueillir donc tout renseignement, toute justification, tout document nécessaire au contrôle. Derrière ces mots-là, ça veut dire que c'est du papier, mais ça peut être aussi des questions et des entretiens qui sont diligentés. Elles peuvent bien évidemment exiger la communication de documents et les saisir. Et puis, de plus en plus, c'est des procédés qui ont lieu par voie informatique. Des pouvoirs spécifiques en fonction de ce que chacune cherche. La NSM, bien évidemment, a la possibilité de prélever des échantillons à des fins d'analyse et elle a également la possibilité de se faire assister par des experts techniques pour faire procéder à des expertises, recueillir leurs avis. Pour la DGCCRF, ce qu'il faut retenir sur ses pouvoirs, c'est qu'elle peut très bien passer d'un sujet à un autre et au départ ne pas
enquêter ou rechercher sur des MOS et à l'occasion migrer sur des sujets DMOS. Donc là, encore vigilance. Et puis, double vigilance, en allant sur la DMOS, elle peut aussi aller sur transparence. Et on oublie trop que ce sont des sujets qui sont distincts et transparence est très, très essentiellement gérée par le ministère de la Santé. Mais là aussi, la DGCCRF peut recueillir des éléments intéressants sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, les agents peuvent exiger la mise à disposition des moyens indispensables pour effectuer leur vérification. Pardon. Comment se déroulent les inspections? C'est sans doute là qu'il y a le plus de différences pour l'ANSM, sauf vraiment risque immédiat pour la santé publique où l'ANSM pourra venir sans quasiment vous prévenir. Le schéma habituel, c'est qu'elle va vous envoyer une convocation éventuellement avec une demande d'information. Elle va vous donner le programme de son inspection. Elle va pas systématiquement vous dire sur combien de temps ça va se dérouler, mais elle va le plus souvent vous dire, je vais rester 2-3 jours. Le premier jour, je vais regarder ci. Le deuxième jour, je vais regarder ça. Elle va ensuite venir sur place, faire une réunion d'introduction, représenter les objectifs de son inspection, procéder à son inspection. Et là, on a très peu de fouilles et de recherches. Là où elle va être en première ligne, ce sera pour prélever les échantillons, mais sinon, elle se fait vraiment communiquer des éléments et c'est vous qui êtes extrêmement actif pour lui transmettre les éléments qu'elle vous aura demandé dans son programme d'inspection. Donc, elle s'attend à les obtenir de manière extrêmement rapide quand elle est là. Et puis, elle va rentrer à l'agence, elle va procéder à la rédaction de son rapport préliminaire. Il va se passer un temps indéfini pour qu'elle vous notifie un rapport préliminaire. Le seul délai qui est inscrit dans les textes dans ce schéma, c'est le délai minimal de 15 jours dont vous disposez pour répondre à son rapport préliminaire. Elle peut vous donner plus, vous avez la possibilité de lui demander plus. Il ne faut pas hésiter à le faire. En général, quand on lui demande, elle nous donne un délai. Il n'est pas souvent très long, mais elle nous donne un petit peu plus de délai pour répondre. Et puis, sur la base de la réponse, elle va rédiger son rapport final avec ses écarts. Il faut garder là aussi à l'esprit que ça ne va pas s'arrêter là. Une fois que le rapport est établi, surtout s'il y a des écarts, elle va éventuellement vous demander de faire un plan de suivi et de lui notifier à échéance régulière le bon déroulé du plan de suivi. Et puis, elle va revenir il n'est pas rare de la voir un an après venir voir si le plan a été suivi et mis en œuvre. Là aussi, si pour des bonnes raisons, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre, n'attendez pas qu'elle revienne et faites-lui savoir avant que vous allez devoir étendre le plan de mise en conformité. Pour la DGCCRF, ça se passe un peu différemment. Elle peut donc faire un contrôle sur place ou vous convoquer dans les locaux. La plus souvent, c'est un contrôle sur place et c'est inopiné. Et puis, elle peut faire un mix entre les deux, c'est-à-dire venir sur place et ensuite vous faire venir pour creuser un certain nombre de points. Et elle va procéder par entretien, par recueil de documents et par recueil de toute justification. Elle va travailler sur la base d'un procès-verbal qu'elle va rédiger dans les suites immédiates de l'inspection et qu'elle va vous notifier et vous faire signer et qui retranscrit donc les déclarations et les observations recueillies pendant l'enquête. Quelle place pour les juristes et les conseils? Là aussi, le déroulé est assez différent. Pour l'ANSM, votre rôle
est vraiment avant et après l'inspection. L'inspection est faite par des pharmaciens et notre rôle, à part de réconforter les troupes et de faire un débrief le soir qui n'est pas neutre, on est vraiment en retrait pendant le déroulé de l'inspection. En revanche, là où ça fait la différence, c'est si vous l'avez bien préparé en amont par l'organisation de MOC, par la vérification que les procédures sont à jour et sont sous la main dans un classeur. On fonctionne assez à l'ancienne avec la NSM et un petit classeur avec des onglets, ça marche très bien. Et puis d'avoir votre œil de juriste pour décrypter le programme et l'ordre du jour de l'inspection pour que les gens soient bien préparés, convoquer les bonnes personnes, vérifier que le bon dispositif est là pour répondre aux attentes. Et puis après, c'est pas vous qui allez pouvoir rédiger la réponse, mais en tout cas la relire, éviter les mots inappropriés dans un sens ou dans l'autre, c'est très important. Et puis pour monitorer la suite, parce qu'une fois qu'on a répondu au rapport, ça n'est pas la fin. Être sûr que le plan est mis en œuvre, que on demande du délai s'il en faut, c'est là où vous pouvez faire la différence. Avec la DGCCRF, au contraire, vous avez un rôle très important pendant l'inspection parce que vous pouvez vérifier que la procédure est bien respectée, notamment sur les choses qui sont saisies. On va en parler dans une minute. Et puis pour la vérification et la relecture très, très scrupuleuse du procès verbal, puisqu'il fait foi jusqu'à preuve contraire. Et vous avez la possibilité d'émettre des observations qui seront consignées. Donc là, il faut vraiment être un oiseau volant, être un peu partout pour recueillir les éléments, tout ce qui pourrait se passer pas très bien, pour ensuite pouvoir les faire consigner. Quels secrets sont opposables et pourraient faire que les documents ne sont pas saisis? Il n'y en a pas beaucoup, notamment le secret professionnel, le secret médical et le secret des affaires, par principe, ne sont pas opposables. Les échanges avec les avocats restent confidentialisés, donc vous pouvez quand même vous en prévaloir. Le secret médical n'est pas opposable, mais il n'est pas opposable seulement si vous avez affaire à des médecins et à des pharmaciens. Si vous avez affaire à des inspecteurs lambda, pardon pour eux, le secret médical à ce moment-là leur est opposable. Et puis le secret des sources journalistiques, mais c'est vraiment pas le plus probable. On vous l'a mentionné pour mémoire. Très rapidement, les mesures et sanctions qui peuvent être adoptées. J'attire simplement votre attention. Le rappel à la loi, en général, nos Américains aiment pas le mot et on a du mal à le traduire, mais c'est la sanction la plus légère. Ça n'est même pas une sanction par la NSM. Donc vous êtes très content quand vous avez un rappel à la loi. En revanche, les injonctions, un, ça fait pas plaisir, et deux, elles sont publiques et c'est une publicité dont on se passerait volontiers. Elles nous sont notifiées dans le rapport préliminaire et je vous invite à vous démener de toutes vos forces pour essayer de lever les injonctions et il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour avoir un rapport qui sera pas parfait, mais au moins on aura convaincu la NSM qu'elle peut parvenir à ses fins sans injonction et souvent c'est quelque chose qui est important. Une chose dont je veux vous parler aussi, parce que si on l'avait fait l'année dernière, je pense que je vous en aurais pas parlé, c'est la transmission des procès-verbaux au parquet. Et notamment si à la suite d'injonctions ou à la suite d'une inspection, la NSM n'obtient pas la mise en œuvre de ce que vous aviez promis ou de ce qu'elle vous avait demandé, elle n'hésite plus, elle utilise l'article 40 et elle transmet au parquet. Elle l'a fait il n'y a pas longtemps sur des mesures correctrices sur des dispositifs médicaux. Elle avait demandé 2 fois et elle avait reporté 2 fois le plan de mise en conformité. La troisième fois, elle a transmis au parquet pour non-respect des engagements. C'est assez violent et je pense qu'elle n'hésitera plus. Donc là aussi, vraiment grande vigilance sur ce point. Les suites données au contrôle des DGCCRF, ça n'est pas la DGCCRF qui va poursuivre. Donc
donc, elle transmet au juge d'instruction ou au procureur de la République si elle a constaté un manquement, et c'est le procureur qui poursuit. On avait l'habitude de dire que là, on rentrait dans le temps indéfini, mais Urgo nous a montré que peut-être les choses étaient en train de changer là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement sur les aspects santé. Peut-être 3 minutes parce que les sujets vont être assez différents. Donc, 3 minutes si vous avez des questions sur le volet ANSM DGCCRF, et puis sinon, on va passer au volet CNIL. Prenez bien les micros si vous avez des questions ou des remarques, des partages d'expérience. On en a vécu un certain nombre avec vous, mais vous en avez peut-être vécu plus, donc on est J'ai juste une preneur. question sur le fait que le secret professionnel des échanges avec l'avocat est respecté. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où une partie, tout ou une partie de la boîte mail était saisie et un peu comme l'AMF, ils ne s'embêtent pas à faire le tri le moment venu, ils prennent et on trie après. Est-ce que vous avez une expérience où il y avait une réunion postérieure pour aller trier en disant celui-là vous le prenez pas, celui-là vous le prenez? Est-ce que ça arrive souvent? Non, c'est pas comme ça que moi. Alors, c'est de toute façon pas avec la NSM que ça pourrait se passer parce qu'elle ne saisit pas et elle se fait transmettre les éléments. Donc, ce serait plus la DGCCRF. Euh, Juste une chose, on ne peut pas saisir sans une ordonnance du JLD. On est quand même dans une démocratie encore. Et donc, je pense qu'a priori, la DGCRF ne le ferait pas. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pas que. Voilà, exactement. Oui, oui, vous m'entendez? Pour tout ce qui est sanction de la politique anti-cadeau, vous avez parlé de Urgo et de la DGCCRF. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un lien avec une autre autorité telle que l'autorité l'AFA sur des sujets qui peuvent relever de la corruption? Et est-ce que vous avez des exemples? Alors, le pont avec l'AFA, c'est évident et c'est ce que Mélanie mentionnait en disant il y a des points de recoupement évidents. Des exemples, non, j'en ai pas, j'ai envie de dire pas encore. Euh, Pardon, dans ce dossier, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Mais je pense que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le dispositif a été aussi mis à jour et les ponts auront sans doute tendance à se rapprocher. Ouais. Pas d'autres questions pour l'instant. Je te passe la parole, Maëlle, pour les enquêtes CNIL. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci à tous d'être présents. On va passer à présent au contrôle de la CNIL. L'objet de cette présentation, ça va être de vous exposer bien sûr les différentes étapes d'un contrôle de la CNIL, de vous donner des conseils sur comment l'anticiper au mieux, mais pas uniquement, pas principalement en tout cas, puisque en fait, ce qu'on observe, c'est que comme très certainement dans d'autres matières, l'étude des différents contrôles qui ont été menés par la CNIL au cours des dernières années reflète de manière finalement très concrète les enjeux qui sont émergents en matière de protection des données personnelles et la stratégie de sanction de la CNIL. Dans le domaine de la santé, ce qu'on constate au cours des dernières années, c'est que tous les acteurs sont concernés. C'est-à-dire qu'on a des contrôles de praticiens qui exercent à titre individuel jusqu'aux plateformes qui mettent en relation des professionnels de santé et des utilisateurs. Maintenant, quelques chiffres pour 2022. En 2022, la CNIL a mené 345 contrôles. Ça a mené à 147 mises en demeure et seulement 21 sanctions. Donc c'est intéressant de voir finalement le nombre de contrôles qui a été effectué versus le nombre de sanctions et, et finalement souligner aussi l'opportunité d'une mise en conformité via un contrôle de la CNIL. Je passe à mon premier slide.
Première question, qui est-ce que la CNIL peut contrôler et surtout pourquoi est-ce que la CNIL va opérer un contrôle? Sur qui la CNIL peut contrôler? On va retrouver nos principes d'extraterritorialité pardon, et le critère de ciblage qu'on retrouve tant dans la loi informatique et liberté que dans le RGPD. C'est-à-dire que la CNIL a le pouvoir de contrôler les traitements de données personnelles effectués dans le cadre d'activités de responsables de traitement, mais aussi de sous-traitants qui sont établis en France, mais aussi qui ne sont pas nécessairement établis en France, mais qui visent des personnes qui résident sur le territoire français. Les missions de la CNIL et les contrôles peuvent être effectués dans le cadre d'une coopération avec d'autres autorités de protection des données, si par exemple l'organisme contrôlé dispose de plusieurs établissements dans l'UE ou traite des données personnelles, à nouveau, de personnes qui sont établies dans différents pays de l'UE. Ensuite, pourquoi la CNIL va venir vous contrôler, vous? Comment est-ce qu'elle décide de faire des contrôles? Plusieurs sources, je dirais quatre principales. La première, c'est les réclamations et les signalements. Les réclamations des signalements, tout le monde peut en faire, c'est-à-dire que chacun peut prendre attache avec la CNIL et signaler une potentielle non-conformité avec la loi informatique et liberté, avec le RGPD. Pour vous communiquer un ordre d'idée, en 2022, on en avait 19 600 des réclamations et des signalements qui ont été faits auprès de la CNIL. En plus de ça, on a aussi des dispositifs de vidéoprotection. La CNIL peut y avoir accès et décide par elle-même de procéder à des contrôles dans ce cadre-là. C'est finalement un point qui va assez peu vous intéresser. On peut aussi avoir des contrôles en raison de follow-up de contrôles qui ont été clôturés, de mise en demeure ou bien de sanctions. Et enfin, c'est sur ce point-là qu'on va pouvoir se concentrer, c'est le programme annuel des contrôles de la CNIL. Chaque année, la CNIL va porter son attention sur des grandes thématiques et principalement en raison de l'impact de ces thématiques sur la vie privée des usagers, des personnes. Ces thématiques, elles vont être portées à la connaissance du public en début d'année. Et puis, à l'issue du programme, il va y avoir un récapitulatif des contrôles qui ont été effectués, des pratiques qui ont été constatées, etc. Cette année, pour 2023, on a 4 grandes thématiques. Les 3 premières ne sont pas nécessairement pertinentes dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'on a les caméras augmentées pour les acteurs publics, notamment, et c'est finalement d'actualité s'agissant de la Coupe du Monde de rugby 2023 ou les Jeux Olympiques 2024, on va avoir recours à ce type ce type de caméra, et donc la CNIL va y porter une attention particulière. L'utilisation du fichier des incidents et remboursements de crédit aux particuliers, le traçage des utilisateurs par les applications mobiles et surtout l'accès aux dossiers patients informatisés au sein des établissements de santé. Cette thématique prioritaire santé, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que si on regarde les thématiques prioritaires de 2020 de 2021, il y avait systématiquement un aspect santé, parce qu'on le sait, les acteurs de la santé sont plus susceptibles, sont particulièrement dans le viseur de la CNIL en raison des données qui sont traitées, qui sont des données sensibles, des catégories particulières de données selon la RGPD. Ce que la CNIL communique sur le sujet, c'est qu'il y a déjà des vérifications qui ont été engagées au sujet du dossier patient informatisé en 2022 et que ces vérifications vont se poursuivre en 2023. Et la raison pour laquelle cette thématique est particulièrement dans le viseur de la CNIL, c'est aussi parce qu'un certain nombre de plaintes ont été reçues par la CNIL qui dénoncent notamment des accès non autorisés à des DPI au sein des établissements de santé. À nouveau, l'objet du contrôle, ça va être principalement de s'assurer de la sécurité des données dans ce cadre-là.
Quelle forme un contrôle de la CNIL peut-il prendre? Quatre formes principales. D'abord, on a le contrôle sur pièce, c'est-à-dire que la CNIL va vous adresser un questionnaire, va vous allouer un délai pour y répondre, et ce sera à vous d'y apporter une réponse circonstanciée dans un délai qui est imparti. Le délai est propre à chaque affaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de délai qui s'applique automatiquement, euh, voire même il peut être négocié avec la CNIL, avec votre interlocuteur de la CNIL dans la mesure du possible. C'est-à-dire que si vous avez besoin de collecter des informations supplémentaires, que vous avez besoin d'un délai supplémentaire pour techniquement voir fournir un certain nombre d'informations, il est possible d'échanger à ce sujet avec la CNIL. Est-ce que Maëlle, on peut néanmoins dire qu'il est relativement court par rapport à la longueur des questionnaires, même s'il n'est pas fixé, mais c'est quand même assez inversement proportionnel. C'est vrai que la longueur des questionnaires est assez impressionnante. C'est-à-dire que bien souvent, les questionnaires ont pour vocation de s'assurer de l'intégralité de votre compliance, de votre conformité en matière de protection des données personnelles. Donc, effectivement, ce qu'on voit, ce sont des questionnaires très généraux et non pas très spécifiques, et qui ont vraiment vocation à couvrir un spectre très large de traitement et de traitement des données personnelles. Ça, c'est pour le contrôle sur pièce. Ensuite, on a l'audition sur convocation. C'est finalement similaire à ce que décrivait Sophie, c'est-à-dire que vous êtes convoqué dans les locaux de la CNIL. Là, on vous laisse un délai d'au moins 8 jours avant la date de l'audition. Ensuite, on a un contrôle en ligne, c'est-à-dire que des agents de la CNIL vont se balader sur votre site internet, sur vos applications, et procéder à un certain nombre de constatations qu'ils vous adresseront ensuite. Et enfin, le contrôle sur place. C'est le contrôle par lequel des agents de la CNIL vont se rendre dans vos locaux et vous rencontrer, procéder à des entretiens avec des salariés ou les personnes qui sont en charge du sujet chez vous, et recueillir toutes les informations utiles. Pour vous donner un ordre d'idée, à nouveau, ce sont les chiffres de 2022, mais ce qu'on voit principalement, ce sont des contrôles sur place et des contrôles en ligne. On avait à peu près 150 contrôles sur place et contrôles en ligne en 2022, contre moins d'une cinquantaine de contrôles sur pièce et d'auditions sur convocation aussi en 2022. Donc, ce qu'on voit beaucoup, ce sont donc les contrôles en ligne et les contrôles sur place. Pardon, j'ai une question. Je vois que vous dites que pour les auditions sur convocation et surtout contrôle en ligne, où là je comprends que finalement, est-ce qu'on est informé d'un contrôle en ligne ou est-ce qu'il décide tout simplement d'aller sur Internet et il regarde? Et dans ce cas-là, si c'est ça, je vois que ça nécessite la rédaction d'un PV, et ça veut dire qu'ils font un contrôle de leur côté en ligne et puis après ils nous envoient un PV. C'est ça, ils vous Et envoient. on reçoit tout d'un coup un PV à la suite finalement d'une inspection dont on n'avait pas connaissance. Et c'est ça C'est ça. En revanche, vous avez bien évidemment l'opportunité de formuler vos observations en réponse. C'est-à-dire que vous avez un PV qui est formulé de manière assez classique. Vous avez les observations de la CNIL et ensuite vos observations à vous. C'est ça. C'est de manière inopinée, effectivement. Et en général, ils le mixent et quand on reçoit le questionnaire, on se rend compte qu'ils ont fait leur questionnaire sur la base de vérifications qu'ils ont faites sur le site et ils nourrissent leur enquête comme ça. Donc en fait, ils commencent par un contrôle en ligne et qui est suivi éventuellement d'un contrôle sur pièce, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est-à-dire que souvent, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement, ils auront pris un certain nombre d'informations. Finalement, le contrôle sur pièce, il n'intervient pas par hasard, le contrôle sur pièce. Donc, le questionnaire, il intervient aussi parce qu'il y a eu des plaintes, parce qu'il y a eu des constatations préalables et qu'ils vont se nourrir de ces éléments-là pour effectuer ensuite un contrôle sur pièce qui va être davantage poussé, comme on vous le disait au tout début. Et j'avais une autre question concernant l'audition sur convocation. Donc, on reçoit la convocation
8 jours à l'avance. Est-ce qu'elle est accompagnée, je dirais, d'une demande de production de documents ou, enfin, est-ce qu'il y a un cadre, un minimum avant la convocation ou on y va, on ne sait pas trop exactement sur quoi on va être interrogé? Comment ça se passe? Pas nécessaire. On n'a pas nécessairement justement le questionnaire qui est fourni dans l'hypothèse d'un contrôle sur pièce. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut y aller avec, avec finalement peu d'informations sur ce qui vient de vous être demandé. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on recommande, c'est systématiquement, forcément, préparer l'audition sur convocation et être en possession, en tout cas pouvoir avoir accès assez facilement à tout le programme de conformité qui a été mis en place dans l'entreprise et, et pouvoir fournir ces pièces-là dans l'hypothèse où elles seraient demandées, c'est-à-dire qu'elles sont très souvent demandées. Et quelque part, est-ce que ça peut pas être un atout, c'est-à-dire que dans la mesure où on avait un objet très général, on n'est pas tenu d'avoir réponse à tout de suite et on peut, à la suite de la convocation, s'engager à apporter des informations complémentaires. C'est ça, et on le verra ensuite. À l'issue de ces contrôles, de ces auditions, etc., on a une période d'instruction du dossier. Cette période d'instruction du dossier, elle peut être plutôt longue et ça va être l'occasion de fournir des éléments additionnels et d'échanger, même davantage, d'ouvrir réellement le dialogue avec la CNIL sur le programme de mise en conformité. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, selon la démarche ou le choix que fait la CNIL, la gravité de ce qui est reproché? Est-ce que lorsqu'il y a une audition, une convocation pour une audition, est-ce que c'est un signe que l'infraction supposée est plus grave que s'il y a un contrôle sur pièce? Est-ce que ça permet de savoir un petit peu à quoi on est exposé, ou c'est juste un hasard un peu qui choisissent l'une ou l'autre option? Je ne crois pas, parce que, à mon sens, le même type d'infraction, le même type de non-conformité pourra être relevé euh, selon les différentes modalités de contrôle. Donc, à mon sens, plutôt, je dirais plutôt non. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils viennent pas sur place que c'est pas grave et qu'on ne doit pas prêter attention à un questionnaire. Et là, j'ai une dernière question parce que vous dites si on est convoqué pour une audition, finalement, on ne sait pas trop le cadre. Et le JLD, est-ce qu'il intervient à un moment? Est-ce qu'il fixe quand même un cadre Non. ou non? Et on va le voir ensuite. Ah, d'accord. Mais pas de droit d'opposition, sauf contrôle sur place. Et là intervient le JLD. D'accord. Et si c'est chez eux, pas de JLD. C'est ça. Très bien. Donc, allons-y. Peut-on refuser le contrôle de la CNIL? Donc, comme je vous le disais à l'instant, contrôle sur pièce, contrôle en ligne, audition sur convocation, pas de refus de contrôle possible. En revanche, contrôle sur place, là, on a deux situations où on peut faire intervenir le JLD. Soit on est dans le cas d'une urgence, on a des faits qui sont particulièrement graves, il y a un risque que des pièces soient détruites, dissimulées, ou bien on est dans le cadre d'une visite, enfin d'un contrôle de lieux qui sont affectés à la vie privée. À ce moment-là, la CNIL peut demander une autorisation préventive au JLD. Et alors, l'opposition n'est plus possible. Donc ça, c'est une autorisation préventive. Et ensuite, toujours dans le cas d'un contrôle sur place, cette fois-ci, vous pouvez vous y opposer. Donc, on a un véritable droit d'opposition en cas de visite inopinée de la CNIL. En revanche, la manière dont ça va se dérouler ensuite, c'est que le président de la CNIL va traditionnellement saisir le JLD pour autoriser la visite en question. Donc, finalement, vous aurez bénéficié d'un petit délai pour préparer ce contrôle sur place, le cas échéant. Je vais passer. Ensuite, s'agissant des secrets qui sont opposables aux agents de la CNIL, c'est finalement relativement la même chose que ce que nous avait expliqué Sophie, à l'exception peut-être que pour les données médicales, j'ai bien compris que
pour les autorités de santé, c'était aussi en présence sous l'autorité d'un médecin. Euh, Peut-être qu'on en a moins souvent dans le cadre de la CNIL, sauf bien évidemment dans l'hypothèse d'un contrôle dans le secteur de la santé. Euh, je passe au slide suivant. Que se passe-t-il après un contrôle de la CNIL? On a une notification du procès-verbal de contrôle, puis une instruction du dossier. Cette instruction du dossier, elle peut durer plusieurs mois et c'est réellement l'opportunité d'un échange entre les agents de la CNIL et l'organisme qui est contrôlé. Euh, Typiquement, pendant ce délai d'instruction, la CNIL va adresser ses observations complémentaires et pour sa part, l'organisme, lui, va tenir la CNIL informée des modifications de traitement. Et je tiens à souligner ici, c'est l'occasion de procéder à toute modification qui est suggérée par la CNIL. C'est-à-dire que si dans le PV, la CNIL vous souligne telle et telle absence de conformité et qu'assez objectivement, vous n'êtes pas en conformité sur le point en question, c'est l'occasion de procéder à une mise en conformité et de venir le documenter auprès de la CNIL, puisqu'on l'a vu, entre le nombre de contrôles et le nombre de sanctions, finalement, tous les contrôles ne donnent pas lieu à sanction, et donc autant saisir l'opportunité de mettre son traitement en conformité. À l'issue du délai d'instruction et de la période d'instruction, pardon, qu'est-ce qui se passe? Soit les constatations effectuées n'appellent pas d'observation particulière, à ce moment-là, clôture, soit les pratiques de l'organisme sont constitutives de manquements, mais c'est des manquements qui sont peu significatifs. À ce moment-là, on peut avoir un courrier d'observation de la CNIL et des demandes qui vont être assez spécifiques de modification de traitement. Si l'exemple que je vous ai cité, c'est celui de la modification des durées de conservation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être assez simple à mettre en place et qui va nécessiter simplement la modification d'une politique, par exemple la politique de conservation des données. Et ensuite, on a un troisième cas qui, dans l'hypothèse où les manquements constatés sont plus significatifs, où là, on peut avoir une mise en demeure de la part de la CNIL, mise en demeure qui peut être rendue publique, qui parfois est publiée sur le site de la CNIL et qui est ensuite relayée par un certain nombre de médias, donc on peut chercher à éviter, et où le dossier peut aussi être transmis à la formation restreinte de la CNIL, qui peut prononcer des sanctions après procédure contradictoire. À ce sujet, je n'ai pas particulièrement traité les sanctions, mais j'attire votre attention sur le fait que l'année dernière, la CNIL a introduit une nouvelle procédure de sanctions avec toujours un respect du contradictoire, mais une procédure nouvelle, plus légère et, et qui, et qui, enfin, qui a tout son intérêt et qui est de plus en plus utilisée, notamment en 2023, on risque de l'avoir davantage mobilisée. Et enfin, comment préparer ce contrôle? Je voulais finir là-dessus. Et finalement, on retrouve un certain nombre de points communs avec ce qui avait été présenté par Sophie. Et je crois que ça va aussi être commun avec les autres représentations, qui est premièrement constituer une cellule de crise, prévoir la composition de la cellule de crise, identifier le rôle de chacun et fixer aussi un petit peu son fonctionnement, identifier les points de contact au niveau des différents services. Ce qu'on recommande, c'est 2 points de contact pour chaque service, parce que les contrôles de la CNIL peuvent avoir lieu sur une amplitude horaire qui peut être assez large et que vous voulez qu'il y ait quelqu'un de disponible, notamment dans l'hypothèse d'un contrôle inopiné sur place. Ensuite, identifier potentiellement les responsables des lieux s'il s'agit de personnes différentes des interlocuteurs privilégiés, notamment sur les sites industriels. Peut-être que vous voulez impliquer
la personne qui est en charge du site. Attention sur les personnes que vous mobilisez. Un contrôle peut durer plusieurs jours, donc ça peut aussi impliquer que ces personnes-là se libèrent sur une amplitude horaire qui est assez large. N'oubliez pas de sensibiliser, former les agents d'accueil et toutes les personnes que la délégation de la CNIL est appelée à rencontrer, afin qu'ils soient dirigés dans les lieux adéquats et qu'ils soient orientés vers les bonnes personnes. Bien évidemment, mise à disposition de matériel, quelle salle de réunion, est-ce qu'on a une imprimante de disponible, aussi en matière de protection des données personnelles, et c'est intéressant, comment est-ce que vous allez être en mesure d'illustrer votre compliance à la délégation. Par exemple, est-ce que vous avez tout sur ordinateur? Est-ce que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont imprimés? Voilà. Et puis ensuite, pourquoi pas s'entraîner, Sophie, tu en parlais aussi, effectuer un mock, recréer des conditions d'un contrôle, des conditions réelles d'un contrôle de conformité. Et simplement pour terminer, si vous ne l'avez pas déjà mis en place, une procédure interne qui fait état de tous ces éléments-là constitue un élément assez essentiel de conformité en matière de données personnelles. Et c'est tout pour moi. Et je vais laisser la parole à Mélanie et Marion. Merci Maëlle. Est-ce qu'il y a des questions très rapides? Non? On passe à la concurrence. Marion, surtout. Merci Maëlle et bonjour à tous. Donc on passe maintenant aux enquêtes de concurrence. Je ne vous apprendrai pas que le secteur, pardon, je mets mon petit chronomètre comme ça, j'essaie de ne pas dépasser mon temps imparti, le secteur de la santé est particulièrement scruté par les autorités de concurrence. Actuellement, juste pour vous donner un chiffre, on a quand même 5 enquêtes en cours au niveau de la Commission européenne. 3 qui visent des laboratoires pharmaceutiques en santé humaine avec des pratiques notamment, on va dire, nouvelles auxquelles s'intéresse la Commission européenne, qui sont très plutôt à l'instrumentalisation des droits de propriété intellectuelle et des pratiques de dénigrement. Mais on a également une enquête en cours dans le secteur de la santé animale et tout récemment, la Commission européenne a annoncé une inspection dans le secteur des dispositifs médicaux. Donc, en concurrence, plusieurs types d'enquêtes, plusieurs autorités qui peuvent se présenter à votre porte. Donc, vous les voyez sur le slide. On a évidemment la Commission européenne, l'autorité de la concurrence et la DGCCRF pour ce qu'on va appeler les enquêtes administratives. Et il y a également la possibilité d'enquête pénale. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les enquêtes administratives lourdes, autrement appelées downred, qui ont pour objectif de rechercher la preuve d'infraction aux droits de la concurrence et qui sont les downred un outil privilégié des outils de concurrence pour récolter des preuves d'infraction aux droits de la concurrence. Juste peut-être un mot très très rapide sur l'enquête pénale. Pour diligenter une enquête pénale, il faut un concours de qualification et d'infraction. Donc, il faut des soupçons d'une infraction aux règles du droit de la concurrence, donc article 101-102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ou article L420-1-2 du Code de commerce, ainsi que des soupçons d'infraction pénale. Et vous l'avez entendu tout à l'heure avec Sophie, si on prend les violations de la loi anti-cadeau qui peuvent donner lieu à des qualifications pénales ou Garbis nous en parlera après, à d'autres enquêtes type corruption ou bien on peut penser dans le secteur de la santé à des manipulations au niveau des marchés publics, il peut y avoir un concours d'infraction. Donc le secteur de la santé n'est pas exempt de la possibilité d'une enquête pénale et
ce qui est important, c'est qu'en gros, vous voyez sur le slide, plus on va de l'enquête simple vers l'enquête pénale, c'est les garanties qui sont octroyées aux entreprises pendant l'enquête sont plus importantes en enquête simple, et plus à mesure qu'on monte, plus les pouvoirs des inspecteurs sont importants, et donc les garanties des entreprises plus limitées. Je vais passer vraiment très rapidement, même sauter en fait les slides sur le début des opérations où on a fait une distinction entre la France et l'Union européenne. Vous les avez dans le petit booklet. Donc voilà, c'est toutes les règles pour l'arrivée des inspecteurs. Et on va aller directement sur les bons réflexes que vous devez avoir à l'arrivée des inspecteurs. Donc, ce qui est important, c'est évidemment d'avoir prévu en amont, on parlait de MOC avant, mais un protocole interne, ou d'avoir des guidelines en interne auxquels tous les salariés de l'entreprise peuvent se référer pour savoir comment réagir en cas d'un raid. S'assurer évidemment que le directeur juridique soit immédiatement informé dès l'arrivée des inspecteurs, et ce, quelle que soit la personne qui est demandée à l'accueil par les inspecteurs. Prévenir les avocats, évidemment, puisqu'on le verra, il y a le droit à l'assistance d'un avocat, afin qu'ils puissent se rendre immédiatement sur place et le plus rapidement possible, en ayant à l'esprit que les enquêteurs, généralement, vont accepter d'attendre 30 minutes avant de commencer leur inspection, mais ils peuvent démarrer avant que l'avocat n'arrive. Oui, je voudrais juste dire quelque chose pour ceux qui ne sont pas, les entreprises qui ne sont pas situées dans la région parisienne et sont plutôt en province. Il est très important d'avoir un réseau, parce que autant il est facile de sauter dans un taxi dans la région parisienne, et les avocats concurrence sont malheureusement plutôt localisés à Paris, que peut-être un peu à Lyon, il y en a, Marseille peut-être un ou deux, mais bon, c'est franchement pas les meilleurs, je dirais. Et donc avoir un réseau de votre cabinet qui puisse mobiliser des gens pour aider, en tout cas pour les premiers instants de l'inspection, la première journée de l'inspection, les premières heures de l'inspection, c'est vraiment important, parce que chaque fois qu'on a une expérience d'une entreprise qui ne se fait pas assister, c'est un véritable cauchemar après pour rattraper les erreurs qui ont été faites. Dès que vous êtes informé en tant que directeur juridique, le point essentiel, c'est évidemment de récupérer les documents officiels qui autorisent l'inspection. Donc, quand on est en matière d'inspection de la Commission européenne, ça va être une décision de la Commission. Et lorsque c'est l'autorité de la concurrence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise les opérations de visite et saisie. Évidemment, vous aurez en général des équipes en place. Il faut les scanner, il faut les communiquer tout de suite à vos avocats. On en prend connaissance dans le taxi, pour être fin prêt dès l'arrivée, et vérifier notamment toutes les mentions obligatoires, le champ de l'enquête. Les mentions obligatoires, elles sont rappelées dans les slides précédentes sur l'arrivée des inspecteurs. L'occupant des lieux, très rapidement, c'est une notion purement française. Donc, c'est quelqu'un qui est désigné comme étant pour l'inspection le représentant de l'entreprise. Et il faut le désigner de manière stratégique, cet occupant des lieux, puisqu'il ne peut pas s'absenter du tout pendant les opérations de visite et saisie. Il peut même avoir ses moyens de communication qui sont coupés, et on recommande très vivement de ne pas désigner ni le directeur général ni le directeur juridique, afin que vous soyez libre de vos mouvements. Et l'occupant des lieux peut évidemment être auditionné par les agents des autorités qui sont présentes, afin de fournir notamment des informations sur l'entreprise, son organisation, et ce, dès le début de l'inspection. Il faut, comme pour les autres types d'enquêtes, installer les inspecteurs dans une salle de réunion dédiée, ne pas les laisser se déplacer seuls dans l'entreprise. Et point important, n'oubliez pas la formation de vos réceptionnistes. Les personnes à l'accueil, elles sont en première ligne lorsque les inspecteurs arrivent, et il est important qu'elles sachent comment réagir. S'organiser pour l'inspection, les bons réflexes. En général, lorsque vous avez des inspecteurs, vous allez avoir une équipe. On constitue une équipe de shadow en place, donc il va être des personnes internes de l'entreprise qui vont suivre les inspecteurs dans leurs déplacements, qui vont
vraiment noter de manière très assidue et très détaillée tous les actes d'enquête de chaque inspecteur. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce que ça aide notamment à préparer, le cas échéant, les contestations qu'on pourra ensuite faire valoir dans le cadre du recours contre les opérations de visite et saisie, et puis de suivre vraiment tout le déroulement, d'informer le directeur juridique, les avocats qui sont sur place quand il y a quelque chose qui ne se passe pas nécessairement comme cela devrait se passer, et de pouvoir alerter. Autre point extrêmement important, c'est la communication sur l'inspection. Donc, il y a 2 règles de base. Pas de communication en externe, que ce soit sur sollicitation de la presse ou de votre propre initiative. Évidemment, pas de communication avec des concurrents ou autres entreprises clientes, voilà, qui pourraient vous appeler. Voilà. Surtout, on ne dit absolument rien. En revanche, communication interne impérative très rapidement après l'arrivée des inspecteurs. On conseille en général d'avoir un texte qui est prêt et où il y a juste à remplir les trous pour prévenir quelle autorité est sur place et signaler que l'entreprise fait l'objet d'un contrôle par une autorité de concurrence. Rappeler les règles à suivre, notamment l'absence de destruction, de dissimulation de tout document et l'interdiction de communiquer à l'extérieur. Autre point extrêmement important, et on reviendra sur le rôle, c'est évidemment prévenir immédiatement l'équipe informatique qui, dans le cadre des enquêtes de concurrence, ont un rôle majeur à jouer, puisqu'on le verra, l'essentiel des saisies, comme vous le savez, sont aujourd'hui faites sur support informatique, d'autant plus dans les entreprises maintenant où il y a de moins en moins de papier. Et enfin, s'assurer évidemment que chacun est conscient de ses obligations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Les pouvoirs des inspecteurs des autorités de concurrence et leurs limites. Donc, de façon générale et sans entrer dans le détail, les pouvoirs sont extrêmement larges, comme vous le savez, puisqu'ils ont un droit d'accès à tous locaux, terrains, mais aussi les véhicules professionnels, le domicile personnel, on y reviendra, et pouvoir de procéder à des auditions des employés, d'apposer des scellés dans l'entreprise, et évidemment de regarder des documents. Et la principale différence entre la commission et l'autorité, c'est que la commission, elle a un pouvoir de prendre une copie des documents, alors que l'autorité, lorsqu'elle diligente un downread, a un droit de fouille et le pouvoir de saisie des documents. Et c'est extrêmement large, ça vaut aussi bien pour les documents papier que les documents électroniques, quel que soit le support, donc ordinateur, téléphone, tablette, clé USB, ils accèdent à votre cloud, à vos serveurs, voilà, qu'ils soient localisés en France, à l'étranger. Un certain nombre de limites quand même à leur pouvoir pour encadrer les opérations. Premièrement, on l'a dit, le droit d'être assisté par un avocat. Deuxièmement, lorsqu'on est en cas d'enquête française, donc il y a eu une autorisation du JLD, il y a des OPJ qui sont présents pendant l'enquête. C'est assez contre-intuitif parce que l'OPJ a une tendance à se placer quelque part, toujours du côté de l'autorité. Donc pour l'entreprise, on a l'impression que l'OPJ quelque part accompagne l'autorité. En réalité, l'OPJ est un représentant du JLD et le JLD est le garant du bon déroulement des opérations, et il peut être saisi via les OPJ en cas de difficulté en cours d'inspection et recevoir notamment les réserves émises par l'entreprise à l'issue de l'inspection. Et 3 protections plus générales qui sont évidemment le secret des correspondances avocat-client, et on reviendra sur le champ de ce secret. La question du champ des saisies, avec là quand même une distinction aussi commission et autorité de la concurrence, puisque les modalités de saisie et copie des documents ne sont pas les mêmes pour les 2 autorités. Donc, il est plus facile avec la commission de faire sortir les documents hors champ. L'autorité les saisit dans le cas de ces saisies massives et indifférenciées. Et bien évidemment, le droit de ne pas s'auto-incriminer lors des auditions. Les inspections au domicile des salariés, brièvement, c'est une possibilité qui est prévue tant par les textes européens que français.
Il y a un recours de plus en plus fréquent à cette option avec l'essor du télétravail et on le voit notamment par la Commission européenne. L'autorité, c'est moins vrai, même si ce n'est pas exclu, mais la Commission européenne, il y a davantage recours. Il y a des conditions strictes qui s'appliquent au niveau de la Commission pour pouvoir procéder à une inspection au domicile. Donc, c'est évidemment toujours sur décision de la Commission à condition qu'il y ait des soupçons raisonnables que des éléments se trouvent au domicile d'un salarié. Par contre, contrairement à l'opération qui est diligentée dans les locaux de l'entreprise, la commission doit avoir consulté préalablement l'autorité de concurrence de l'État membre sur le territoire duquel va être diligentée l'inspection au domicile d'un salarié. Et cette inspection ne peut se faire que sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire compétente de l'État membre. Et en France, c'est le JLD, ce qui permet un contrôle de la proportionnalité de la mesure. Les pouvoirs des enquêteurs sont un peu plus restreints puisqu'ils peuvent accéder au domicile, contrôler les livres, les documents et prendre copie. En revanche, ils n'ont pas le droit ni de poser des scellés, ni de procéder à des auditions au domicile des salariés. Et en France, en revanche, c'est exactement les mêmes conditions et les mêmes pouvoirs. Donc, autorisation du JLD qui vérifiera également la proportionnalité de la mesure. Mais une fois que l'inspection au domicile est autorisée, les enquêteurs disposent absolument des mêmes pouvoirs que lorsqu'ils sont au domicile lorsqu'ils sont dans les locaux de l'entreprise. Les saisies informatiques, donc on l'a dit, aujourd'hui, ça constitue vraiment l'essentiel des saisies qui sont effectuées par les autorités de concurrence. Les autorités de concurrence peuvent procéder à des recherches informatiques sur tout support qui est détenu, accessible ou disponible. Le terme accessible a toute son importance puisque c'est accessible depuis les locaux de l'entreprise. Et ça permet notamment aux autorités d'accéder aux données qui sont stockées sur des serveurs à l'étranger, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et ça peut parfois poser des difficultés sur lesquelles on va arriver. Également, point important, ils peuvent saisir les appareils de communication privée, donc vos téléphones portables privés, des tablettes, à condition qu'évidemment, ils soient utilisés pour des raisons professionnelles lorsqu'ils ont été trouvés sur le site. Et aujourd'hui, avec les modalités où on est de plus en plus en téléphone qui est partagé privé, professionnel, il n'y a pas de limite à la possibilité de regarder le téléphone. Donc, les bons réflexes pour justement se préparer à d'éventuelles saisies informatiques. Ce qui est extrêmement important, c'est vraiment avoir une note en interne qui décrit précisément le fonctionnement IT de l'entreprise pour savoir où sont localisés vos serveurs, comment cela fonctionne, quel est éventuellement le temps de rapatriement, etc. Et qui doit être communiqué dès le départ aux enquêteurs et également aux avocats lorsqu'ils arrivent pour permettre de préempter potentiellement certaines difficultés. L'autre point qui est important, c'est également la formation des équipes IT, puisqu'il faut qu'elles soient à même de fournir les informations qui sont requises par les enquêteurs, mais également d'adapter leur conduite. Avec, comme Mélanie le dit souvent, l'informaticien a une tendance à vouloir aider spontanément, c'est son travail, mais en matière d'enquête, il est effectivement là pour aider et assister, mais il ne doit pas non plus précéder les demandes et aller plus loin parce que cela peut poser des problèmes dans le cadre de l'inspection. Sur les données, donc on l'a dit, dès lors que les données sont accessibles, les enquêteurs peuvent y accéder et demander l'accès et les recueillir. Donc le fait que ça soit stocké sur des serveurs à l'étranger n'est absolument pas un frein à la visite et il faut absolument coopérer. En revanche, ça peut poser des difficultés, on en a eu l'expérience. Parfois, on arrive, on nous dit on veut les données de 9 personnes, c'est sur des serveurs qui sont en Inde ou je ne sais où. Ça bloque
complètement les tuyaux de vouloir tout télécharger et rapatrier. Les enquêteurs peuvent s'impatienter. Vous le savez, les enquêtes de la Commission européenne s'étalent sur plusieurs jours, en général 3-4 jours dans les locaux de l'entreprise. Il n'est pas rare que les données informatiques commencent à arriver uniquement au deuxième ou au troisième jour. L'autorité de la concurrence, il y a une difficulté supplémentaire qui est qu'elle intervient dans un créneau de 24 heures. Donc, lorsqu'elle arrive le matin, elle peut poursuivre extrêmement tard dans la nuit, mais elle ne reviendra pas le lendemain. Donc, quand il y a des difficultés comme ça de téléchargement, il est évidemment important de faire des points très réguliers avec l'équipe juridique, la direction juridique et les avocats, d'informer des difficultés, de consigner toutes les difficultés techniques qui sont rencontrées au fur et à mesure et de discuter stratégiquement entre la direction juridique et les avocats des solutions à proposer, parce que parfois la solution à proposer, c'est d'essayer de restreindre finalement le champ des demandes de l'autorité et le nombre de personnes concernées, sachant que vous le savez qu'il y a d'autres moyens d'investigation et rien n'empêchera une autorité de concurrence par la suite de procéder par exemple par une demande d'information à laquelle on pourra répondre, dans lesquelles ils peuvent demander aussi des éléments ciblés. Et par ailleurs, on en parlait également sur l'importance de connaître le fonctionnement. Si les données sont en dehors de l'Union européenne, dans certains pays, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. En Suisse, par exemple, où il y a un risque d'infraction pénale si les autorités demandent à accéder à des données d'un salarié qui travaille en Suisse. Si c'est situé sur des serveurs en Suisse, indépendamment du salarié où il travaille. Donc, c'est vraiment très délicat pour la Suisse. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ça concerne les entreprises présentes ici. Les correspondances avocat-client, qui est un sujet particulièrement sensible, et on évoquera après celui de la protection des correspondances des juristes. Donc, le principe au niveau de la correspondance avocat-client, c'est que techniquement et théoriquement, c'est une protection qui est extrêmement large, du moins en France. La loi de 1971 est très claire, c'est en toute matière. La loi de 2021 ajouté et précisé que ça couvrait également le Conseil. L'Union européenne, elle, la Cour de justice reconnaît de très longue date, depuis les années 80, la protection des correspondances avocats-clients. Mais en pratique, je dirais que la jurisprudence a eu une tendance, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, à très sensiblement limiter le champ de la protection. En imposant des conditions qui tiennent, à l'auteur des correspondances. Donc ça vaut tant pour la France que pour l'Union européenne. Ne sont protégées que les correspondances qui émanent d'un avocat indépendant. Pour l'Union européenne, c'est un avocat indépendant qui est inscrit à un barreau de l'Union européenne. Et donc, a priori, la protection ne s'étend pas aux juristes d'entreprise, avec néanmoins une évolution en cours en France, comme vous le savez, puisqu'il y a un projet de loi qui vise à ajouter dans la loi de 71 la protection des avis de juristes d'entreprise, qui est actuellement en examen en commission mixte paritaire au niveau du Parlement. Et donc, on va revenir sur, un petit peu après sur les conditions qui sont posées par cette loi. Mais d'ores et déjà, je vais attirer votre attention sur le fait qu'a priori, l'adoption de cette loi n'aura pas d'incidence sur la conduite des inspections de la Commission européenne, qui s'en tiendra à ses propres règles. Ensuite, il y a une condition qui tient évidemment au contenu des correspondances avocat-client. Donc, on l'a dit, normalement, la loi en France est extrêmement large et couvre tout, mais en pratique, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est très restrictive, puisque c'est uniquement les correspondances qui sont en lien avec l'exercice des droits de la défense dans des procédures contentieuses en cours, sans nécessairement, pour le coup, que ce soit limité au dossier de concurrence. Et ça, c'est une différence fondamentale avec l'Union européenne, puisque au sein de l'Union européenne, c'est une correspondance en droit de la concurrence qui a été échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client, ce qui couvre tant les correspondances qui vont être échangées après l'ouverture de la procédure de la Commission
que les correspondances antérieures qui ont un lien de connexité avec l'objet de la procédure. Ça peut poser des questions intéressantes dans le secteur de la santé quand on pense par exemple aux affaires de pay for delay qui impliquent des consultations, notamment en propriété intellectuelle. Est-ce qu'on arrive à justifier qu'elles sont rattachées avec un lien de connexité suffisant à l'enquête pour des soupçons d'infraction au droit de la concurrence ou pas, et donc est-ce qu'elles sont protégées? Donc là, il y a des vrais débats qui peuvent s'engager, et je pense que en tout cas sur ce type de pratique, il est assez intéressant d'impliquer à la fois les avocats en propriété intellectuelle quand il y a des analyses qui sont faites, mais également les avocats en droit de la concurrence, parce que si un avocat en droit de la concurrence a été impliqué au stade des analyses antérieures et en amont, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'établir un lien de connexité avec l'objet de la procédure. Vous avez des recommandations à ce sujet sur la manière dont on doit formuler l'objet de nos emails pour pouvoir justement, sans consulter le contenu, savoir qu'on coche la case confidentialité avec un avocat européen ou français? Est-ce que c'est des choses auxquelles il faut faire attention? Alors oui, nous-mêmes, on y fait attention quand on écrit à nos clients. Je pense que déjà mettre dans l'objet de l'email correspondance avocat-client strictement confidentiel, c'est important. Vous pouvez très bien mettre, par exemple, quand on voit de la concurrence, analyse concurrence-correspondance avocat client. Vous pouvez également, lorsque c'est pour demander une analyse et que vous envoyez des documents, dire que ce sont des documents, y compris l'objet de l'email, mais également sur le document, dire que ce sont des documents qui ont été préparés dans le cadre d'une demande d'analyse en droit de la concurrence par un avocat. Donc tous ces petits types d'entêtes sont particulièrement helpful, mais ce n'est pas le bon mot, utile. Il y a également une autre chose, c'est la transcription de l'avis de l'avocat. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait maintenant de plus en plus, même si c'est une espèce de méthode américaine, mais bon, elle est bien utile, c'est dans la première page d'une consultation complexe en général, puisque dans la matière, c'est complexe, on fait un executive summary qui permet d'être copié et mis dans votre mail quand vous le circulez aux opérationnels, donc dans un langage un peu plus simple, moins juridique, etc., pour qu'une autorité voit bien que c'est bien la même chose que ce qui était dans la consultation. Et le mieux, c'est d'attacher la consultation au mail, même si les opérationnels ne vont pas lire la consultation. Mais comme ça, c'est préparé par nous. Parce que le gros problème, c'est que quand vous faites vous-même la synthèse, votre synthèse n'est pas protégée. C'est ça qui est tout à fait effroyable en définitive, et j'espère que la nouvelle réglementation permettra au moins de protéger ce genre de choses, quoi. Voilà. Et le fait de transférer donc la consultation ou l'executive summary ne pose pas de problème sur le legal privilege? Du moment que vous dites, voici le résumé de la consultation que nous avons reçue d'un avocat. D'accord. Ou de maître machin, etc. D'accord. Ça c'est vraiment important. Merci. Et pardon, juste pour compléter, parce qu'on le voit de plus en plus, c'est mettre en copie un avocat de votre correspondance interne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas protégé. Voilà. Quelques bons réflexes pour l'enquête. Avoir à jour une liste des cabinets d'avocats avec lesquels vous travaillez et que vous pouvez donner aux inspecteurs, ça c'est important. Même si vous n'êtes pas certain que dans les boîtes mail, il y a des correspondances, il faut l'indiquer. Je ne vais pas redétailler, mais on l'a dit, l'autorité, la commission procède différemment pour recueillir les documents, et l'autorité a mis en place une procédure de scellé fermé provisoire qui, si elle est proposée, on vous encourage à l'accepter, puisqu'elle permet d'identifier les correspondances protégées et de les extraire du dossier avant que la saisie devienne définitive. La protection des correspondances de juristes, pour terminer. En l'état de la loi, vous savez qu'il n'y a pas de protection des correspondances de juristes. Mélanie vient d'en toucher un mot. Il y a quelques exceptions qui ont été admises par la jurisprudence, notamment le contenu des emails internes, donc qui reprennent la stratégie de défense, ou lorsqu'on retranscrit la teneur, mais vraiment sans émettre d'avis supplémentaires, ou les documents que vous avez élaborés en vue d'une consultation par un avocat.
La nouvelle loi, le projet de loi, pardon, qui est en cours, je pense que vous en avez tous connaissance, puisqu'évidemment, il a un intérêt majeur. Mais les conditions de la protection, comme vous le savez, c'est le fait de faire une consultation juridique au profit de son employeur, à condition que ce soit un juriste qui, soit diplômé d'un master en droit, deux, ait suivi une formation initiale et continue en déontologie. La mention obligatoire qui est prévue par la loi d'un caractère confidentiel, consultation juridique, juriste d'entreprise, et également la loi prévoit la traçabilité en fait de ces consultations, donc qu'elles puissent être conservées quelque part bien isolées dans l'entreprise ou sur les serveurs, les ordinateurs. Trois points importants. Un, c'est une consultation qui est destinée exclusivement au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise. Je ne sais pas quelle sera l'interprétation. Moi, je m'interroge sur justement le champ exact de cette protection. Et Mélanie en parlait quand, par exemple, on va échanger avec les opérationnels qui sont quelque part, vous, en tant que directeur juridique, à d'autres niveaux équivalents. Et ce n'est pas directement hiérarchiquement. Est-ce que ça sera protégé ou pas? Voilà, on peut se poser des questions. C'est malgré tout des gens qui sont en théorie dans un lien de subordination avec évidemment la direction de l'entreprise. Donc, on devrait pouvoir dire oui, mais je pense que ça va nourrir un contentieux probablement à l'avenir. Deux autres points importants, la matière fiscale et la matière pénale sont exclus. Donc, en cas d'enquête pénale, vous l'aurez compris, ça ne s'appliquera pas. Et il y a également une procédure spéciale qui est prévue pour contester la confidentialité ou demander la levée. Et c'est assez intéressant parce que là, ce n'est pas l'entreprise, comme avec les correspondances avocats-clients, qui vient contester, c'est l'autorité qui n'aura pas pu prendre ces correspondances qui devra contester. La fin de l'inspection, on ne va pas s'y attarder, je pense que vous connaissez. Il y a un procès verbal qui est établi, il est souvent tard ou on est en fin de semaine. C'est malgré tout très important de s'attarder sur cette étape qui est fondamentale pour vérifier. Pour ces enquêtes, pour ces investigations, pour établir un plan d'action plus global sur le secteur. Dans une première slide, je voulais revenir sur les risques qui sont inhérents à votre secteur d'activité. Et ces risques, notamment, ont été mis en évidence par la jurisprudence et par les cas, par les grandes affaires de droit pénal des affaires dans la matière de la santé. Vous connaissez certainement les affaires Novartis, Teva et GSK qui ont été en fait, c'est les autorités américaines qui s'en sont saisies sur les opérations internationales. C'est des affaires qui datent d'un certain moment, mais on n'est jamais loin, et je ne dirais pas qu'il y a eu des évolutions telles que cette jurisprudence et ces affaires ne nous apporteront pas de leçons. Notamment, il y a tous les risques qui sont liés au recrutement de consultants, aux études cliniques de tournée, la passation de marchés publics, les paiements qui sont faits
à des professionnels de santé et des responsables gouvernementaux. Donc, il y a un certain nombre de risques qui sont liés à vos activités, mais aussi à vos opérations internationales. C'est-à-dire comment vos produits vont être commercialisés, mis sur le marché à l'échelle internationale et comment les risques sur certains marchés sont gérés, prévus et confrontés s'il y a une enquête locale et s'il y a une enquête en France. Quels sont les acteurs en France qui nous intéressent sur ces sujets? C'est le PNF, qui est l'organe de poursuite spécialisé. Vous avez l'OCLIF, qui est le service d'enquête, qui est aussi spécialisé. Et vous avez l'AFA. Donc, le PNF, c'est un procureur qui a une compétence spécialisée, qui est en partie en concurrence avec les compétences d'autres procureurs et qui a un certain domaine qui est de compétences exclusives. Donc, il va s'occuper des affaires les plus complexes du droit pénal des affaires et il va soit diligenter des perquisitions, soit il va les effectuer lui-même. Il travaille en étroite collaboration avec l'OCLIF, qui est les services d'enquête spécialisés qui, comme le PNF, opèrent à échelle nationale et qui est actif dans le domaine de la corruption et plus largement du droit pénal des affaires. Les plus grandes affaires sur lesquelles a travaillé le PNF ont été, les perquisitions sur ces affaires-là ont été faites par le CLIF. Vous avez la Société Générale, vous avez Google, vous avez Renault, vous avez McDonald's. L'AFA, c'est l'organe administratif qui a été créé par la loi Sapin 2, dont les compétences reflètent les compétences d'autres administrations, d'autres régulateurs, comme par exemple dans le secteur de la santé ou même en matière de concurrence. L'AFA va avoir deux volets, celui d'informer, prévenir, établir des guides, aider les entreprises et les administrations publiques qui sont soumises à ces contrôles à établir des cadres pour prévenir et confronter les risques de corruption. Ça, c'est l'un des volets. Et l'autre volet, ça va être les contrôles notamment et les sanctions qui vont être prononcées par la commission de sanctions, qui est encore un organe qui est bien particulier, qui est composé de magistrats, qui est composé de membres des Cours des comptes et qui va agir dans un contexte similaire à une juridiction, avec une indépendance, avec une procédure, de façon collégiale, va prendre des décisions dans les domaines, dans les dossiers qui lui sont transférés. Pour les perquisitions, le droit pénal classique, on les retrouve notamment dans deux contextes, l'enquête préliminaire et l'instruction judiciaire. Donc, pendant la phase de l'enquête préliminaire, vous allez avoir les perquisitions qui sont opérées par les officiers de police judiciaire à la requête du procureur ou même par le procureur lui-même. Pendant l'instruction judiciaire, le juge d'instruction, techniquement, a le pouvoir d'opérer les perquisitions lui-même, mais c'est rarement le cas, notamment si on prend en considération la charge de travail de ces juges. Donc, encore une fois, ça serait des officiers de police judiciaire qui vont se charger d'opérer le travail de perquisition. L'objectif de perquisition, classiquement, recherche d'indices et identifier des biens qui sont à confisquer. Les lieux, encore une fois, en parallèle avec ce qui a été déjà dit, tous les lieux sont susceptibles d'être perquisitionnés. Il y a certaines limites et certaines garanties qui s'appliquent en fonction des lieux, notamment, imaginez un cabinet d'avocats, les juridictions. Mais il y a eu une jurisprudence récente qui est très, très intéressante sur les ministères. Les ministères ne sont pas couverts par un cadre réglementaire plus protecteur que les perquisitions de droit commun. Et notamment, le Conseil constitutionnel a estimé qu'au nom de la séparation des pouvoirs, on ne pouvait pas justifier qu'il y ait un régime dérogatoire pour les ministères, sachant que la loi ne prévoit pas un tel mécanisme. Donc, on se limite au cas prévu par la loi et
toutes les perquisitions opérées en dehors de ces cadres-là rentrent dans le schéma classique, dans les dispositions classiques de droit pénal. Les locaux d'habitation, les annexes de locaux d'habitation, les locaux d'entreprise. Voilà, classiquement. Les horaires. Encore une fois, il y a des horaires qui s'appliquent, mais une perquisition qui a été entamée pendant les horaires qui sont prévus par la loi peut aller au-delà de cette durée. Exceptionnellement, des perquisitions nocturnes peuvent être autorisées. Exception classique en matière de terrorisme, crime organisé, proxénétisme, délit flagrant, ou bien s'il y a un risque imminent de disparition des preuves. Qui doit assister à la perquisition? Pour les personnes morales, elles sont représentées lors des perquisitions par leur représentant légal, ou toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cet effet. Il peut y avoir, encore une fois, une troisième personne qui serait un représentant qualifié, ou à défaut, deux témoins. Pour les personnes physiques, c'est exactement la même logique. C'est la personne dans le lieu duquel la perquisition se fait qui, par définition, est celle censée être présente. À défaut, cette personne-là peut désigner un tiers, ou encore à défaut, deux témoins sont nommés pour assister à la perquisition. Lors des perquisitions, des objets peuvent être des documents, des données peuvent être saisis. Exactement le même parallèle avec ce qui a été déjà fait. L'élément qui est important, c'est que quand on effectue les saisies, il faut que l'officier de police judiciaire s'assure que les droits de la défense sont protégés et que le secret professionnel est protégé. Encore une fois, le secret professionnel dans le cadre, non pas seulement de la loi de 71, mais aussi tel qui a été clarifié par la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation. Donc, le secret professionnel a une portée limitée. Il y a les preuves et les objets qui sont saisis sont mis sous scellé. Un procès verbal est établi. Lors de perquisitions, le représentant de la personne morale ou la personne auprès du domicile duquel s'effectue la perquisition peut s'opposer à la saisie de documents couverts par le secret professionnel. Ça, c'est un ajout au Code de procédure pénale qui a été fait par la loi de novembre 2021. Ce qui voudrait dire, en termes pratiques, ça serait que ce sera par exemple, aux juristes d'entreprise ou aux représentants de la société qui est présent lors de la perquisition d'identifier le contenu qui est soumis à la protection du secret professionnel et de s'opposer à la saisie. Cette même loi a instauré une exception et certains documents qui sont couverts par le secret professionnel peuvent être saisis à la condition qu'ils se rapportent à certains délits, c'est la fraude fiscale et la corruption, le blanchiment de ces mêmes délits, et que le matériel, en fait, prouve la commission du délit. Donc, la perquisition dans le cabinet d'avocat, c'est un cadre spécifique. Il y a des gages de protection, notamment la présence de bâtonnier. La perquisition ne peut pas être faite par un officier de police judiciaire, elle est faite par un magistrat. C'est le cas prévu par la loi. Ceci ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas perquisitionner et qu'on ne peut pas récupérer des documents qui sont même couverts par le secret professionnel. Il faut se placer dans la jurisprudence et il faut se placer dans le cadre de l'article 51.1.2 du Code de procédure pénale qui instaure cette nouvelle exception qui est une exception qui est déjà prévue par la loi. En principe, l'assentiment de la personne concernée est requis. Il y a des exceptions en matière de délit en flagrant. Il y a des exceptions quand la perquisition a lieu dans
dans le cadre de l'instruction. Donc, en principe, lors de l'enquête, dans la phase préliminaire d'enquête, l'assentiment de la personne perquisitionnée est requis et il doit être recueilli. Lors de la phase d'instruction, ceci n'est pas le cas, et lors de la phase préliminaire d'enquête, il y a des exceptions à l'assentiment de la personne concernée. Donc, le délit flagrant, et s'il y a une requête du procureur de la République, le juge de la liberté et de la détention fournit une décision motivée et les nécessités de l'enquête le requièrent. Le refus en soi-même de soumettre une perquisition est un délit pénal. Il peut être sanctionné par une peine d'emprisonnement de jusqu'à 2 ans et une amende. À la fin de la perquisition, il y a un procès-verbal qui est rédigé. Il y a des mentions obligatoires qui doivent être contenues dans le procès-verbal et des moments qui sont des mentions obligatoires inclus dans la loi. Leur omission peut supposer la nullité de la perquisition elle-même. Il faut éviter de faire, comme il a été dit dans les bonnes pratiques, il faut éviter de faire des commentaires non requis, de rester formel, de répondre aux questions de façon succincte, de ne pas essayer de cacher, d'oblitérer des éléments de preuve, mais se limiter à fournir les détails qui sont demandés, qui sont requis. Le procès-verbal est signé tant par le magistrat ou pour l'officier de police judiciaire comme par la personne concernée. Et on se place dans un cadre de droit pénal classique. Ce qui est très différent du rôle de l'AFA. Donc, l'AFA, c'est un organe administratif qui a des pouvoirs administratifs et qui est assujetti à un contrôle administratif, y compris juridictionnel. L'AFA, comme je le disais, elle a 2 piliers de fonctionnement. C'est je dirais, l'éducation, la divulgation des bonnes pratiques, l'établissement des codes, des politiques, de documents de sensibilisation, de guides, de directives, d'interprétation de règles, de cadres réglementaires et législatifs qui s'appliquent. Et il y a la partie contrôle. Et évidemment, la commission des sanctions. Donc, quand elle effectue des contrôles, l'AFA peut insérer ces contrôles dans 2 cadres. Il y a le contrôle d'initiative et il y a le contrôle d'exécution. Et ces 2 cadres sont très, très différents. Le contrôle d'initiative, il s'applique uniquement aux entreprises qui relèvent de l'article 17 de la loi Sapin 2. Donc, ce sont les grandes entreprises qui, soit à l'échelle de la société ou à l'échelle du groupe, ils ont un certain nombre d'employés, 500 employés, et qu'ils ont un chiffre d'affaires. Donc, le contrôle d'initiative de l'AFA s'applique uniquement à ces entreprises-là. L'AFA, chaque année, va opérer un certain nombre de ces contrôles qui vont s'adresser tant au secteur public qu'au secteur privé. Le dernier rapport de l'AFA que j'ai lu, il y a eu 18 acteurs du domaine privé et 18 acteurs du domaine public qui ont fait l'objet d'un contrôle d'initiative. Les contrôles d'exécution sont très différents et ils se placent dans le cadre d'une suite à soit une décision judiciaire ou à une décision administrative qui commande une mise en conformité. Exemple classique, les CGIP. Une CGIP est passée par l'entreprise et le procureur, elle est validée par le juge, elle va contenir des dispositions de mise en conformité. Dans ce cadre-là, l'AFA va effectuer son travail de contrôle d'exécution sur une période de 3 ans, classiquement. Il peut y avoir une peine de mise en conformité qui est prononcée, qui va supposer exactement les mêmes effets, et il peut y avoir une décision de la commission de sanctions qui commande la même mise en conformité qui va
faire entrer l'entreprise dans ce cadre de contrôle d'exécution par l'AFA. Dans son travail, l'AFA est souvent assistée par des experts externes et elle opère ses contrôles soit sur place, soit sur pièce, et aussi très traditionnellement, le contrôle sur pièce est suivi par un contrôle sur place. À cet égard, elle a publié 2 documents qui portent sur le contrôle d'initiative et sur le contrôle d'exécution, qui décrivent les expectatives de l'AFA et le cadre dans lequel elle se place et quels sont les droits et les obligations tant des agents de l'AFA que de l'entreprise qui est assujettie aux différents contrôles. Donc, le contrôle d'initiative, il va se dérouler en 4 phases. Donc, l'entreprise va recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception qui va détailler l'objet du contrôle, l'étendue, les spécificités, et un questionnaire va être attaché qui devra être rempli par l'entreprise visée. L'entreprise va produire les documents qui lui sont demandés, les clarifications qui lui sont demandées, et va répondre au questionnaire. Ça, c'est la phase 2. Par la suite, un contrôle sur place peut et souvent est effectué par l'AFA. Et il va y avoir un rapport qui va être adressé à la fin par l'AFA à l'entreprise concernée. Ce rapport, il s'établit en 2 phases. Il va y avoir un rapport provisoire sur lequel l'entreprise concernée va être appelée à formuler des observations. Et il va y avoir un rapport définitif. Si, à la fin de l'exercice et l'établissement de leur rapport définitif, l'AFA a constaté qu'il y a des manquements, il y a 3 voies qui sont ouvertes. Soit le directeur de l'AFA peut adresser un avertissement à l'entreprise concernée, il peut saisir la commission de sanctions, ou bien il peut saisir le parquet s'il y a des indices suffisants de la commission d'un crime ou d'un délit. Les contrôles d'exécution, c'est encore une fois, je vous rappelle, ce contexte qui est différent. Dans ce cadre-là, il y a un constat de manquement de la part de l'entreprise à ses obligations de mise en conformité. CGIP, peine ou décision de la commission de sanctions. Dans ce cadre-là, on va avoir 5 phases qui commencent par l'établissement de la part de l'AFA de l'état des lieux, de quels sont les éléments sur lesquels l'entreprise n'est pas conforme au cadre législatif qui s'applique. Sur la base de ce document, sur la base de ce premier état des lieux, l'entreprise va définir son plan d'action pour y remédier. Le plan d'action va être transmis à l'AFA pour validation. Et la période la plus longue, ça va être sa mise en place. Une fois validé le plan d'action, l'entreprise va rentrer dans une logique de dialogue ou de coopération avec l'AFA dans la mise en place de plan d'action. Donc, il va y avoir des rapports réguliers qui sont faits auprès de l'AFA. Et l'AFA, elle a aussi une obligation de faire un rapport annuel auprès du parquet. La période de contrôle d'exécution va se finir par un audit final au terme de 3 ans d'exercice qui va clôturer l'exercice. Et si on prend l'exemple des CGIP, va y avoir la conclusion de la convention entre l'entreprise, le parquet qui va être validé par le juge, qui va être suivi par une période de monitoring par l'AFA. À la fin de l'exercice, l'AFA va prononcer va faire son audit qui va conclure, dans le meilleur des cas, qu'il y a une conformité, que les déficiences ont été remédiées et que c'est à la fin de cette période que la convention, que l'entreprise
va être libéré de ses obligations sur la convention judiciaire d'intérêt public. Pour les bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques qui sont exactement ou très proches de celles qui ont été déjà évoquées. Il faut informer, il faut éduquer, il faut fournir du matériel aux employés de l'entreprise au préalable et ne pas s'attendre à ce qu'il y ait une perquisition ou un contrôle pour que un schéma interne ou une politique interne soit établi, diffusé et que les personnes concernées soient informées, briefées et prêts à agir dans ces conditions-là. Lors de perquisition, encore une fois, c'est une bonne pratique de se faire assister par l'avocat, mais la perquisition ne va pas être suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Il faut que l'entreprise soit indépendante et soit capable de réagir dans son intérêt propre le temps que l'avocat se déplace. Oui. Non, c'est un cadre dans lequel l'avocat, il y a notamment un rôle d'assistance, de coopération, de soutenir son client lors de ces événements, de fournir un conseil sur la base de son expérience et des pratiques qui sont de l'expérience du passé, des pratiques qui sont établies ou des bonnes réactions qui sont déterminées par les perquisitions et les contrôles du passé. Mais il n'y a aucune obligation à ce que la perquisition soit suspendue, ne soit pas entamée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. J'ai une question concernant, est-ce qu'ils ont la possibilité, dans le cadre d'une enquête AFAD, de faire des auditions? Oui. Et est-ce que dans ce cas-là, la présence de l'avocat est possible, obligatoire ou au contraire pas du tout? Alors, refusé. Normalement, ces auditions-là sont faites lors des contrôles d'initiative, parce que c'est là où l'AFA a besoin de se familiariser avec le contexte, de voir quels sont les risques, quelles sont les particularités, quels sont les domaines sur lesquels le travail de l'AFA doit se concentrer. Ils ont un droit d'auditionner, mais ce n'est pas vraiment d'auditionner, de faire des entretiens avec des personnes qu'ils jugent utiles pour leur contrôle. Encore une fois, quand on se place dans un contexte de contrôle d'initiative, a priori, il n'y a pas une indication d'une infraction ou d'une violation réglementaire. Donc, l'AFA va établir ses plans d'action sur la base d'une politique qui est préétablie. Elle va se concentrer sur, par exemple, certains secteurs ou certains opérateurs qu'elle juge d'intérêt pour effectuer ces contrôles. Donc, il y a des contrôles d'initiative qui sont faits, mais il n'y a pas nécessairement une infraction qui est présumée, imputée. Mais pour autant, on peut demander à l'avocat. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ils ne peuvent pas s'opposer. Non, parce que je sais qu'en matière de perquisition, souvent, ils ne veulent pas que l'avocat soit là. Donc là, c'est pour ça que en fait, c'est l'AFA, il faut aussi se placer dans le cadre de cette administration. C'est une administration qui a été créée par la loi Sapin II. Elle est encore jeune. Elle se place dans une logique de coopération avec les entreprises. Donc, que vous demandiez l'assistance d'un avocat, probablement, elle vous sera autorisée. Encore une fois, je ne pense pas que il y aurait un risque ou un avantage énorme, parce que dans ces contrôles-là, il va y avoir une phase préliminaire qui est celle du questionnaire et celle de demandes ou des pièces qui sont demandées au préalable et de ces contrôles sur pièces qui va être par la suite suivi par un contrôle sur place. Rien n'empêche à ce que l'AFA fasse un contrôle sur place suivi par un contrôle sur pièce. C'est juste, elle a exposé dans ses politiques
qui sont disponibles sur le site de l'AFA, quel est le cadre normal de son fonctionnement et comment elle procède, comment elle entend procéder. Mais je dirais, c'est en fonction du contrôle sur pièce et du cadre qui est établi par cette phase préliminaire que vous aurez plus ou moins une impression de quelle est la direction que le contrôle prend. Les bonnes pratiques avant, pendant et après, que ce soit les perquisitions, les contrôles, sont ceux déjà largement évoqués. Évidemment, il faut prendre en considération que la perquisition se place dans un cadre de droit pénal, que ce soit d'enquête ou d'instruction, et que l'enquête de l'AFA sont des enquêtes qui sont, dans un certain sens, plus gentilles, que ce soit d'initiative ou d'exécution. Dans un cadre d'enquête d'exécution, c'est une période longue d'échange qui va prendre 3 ans. Et les grands dossiers de CEGIP, ils en ont fait la preuve que en fait, c'est un dialogue qui est réussi. Donc, il y a des échanges, il y a des observations qui sont faites, il y a des rapports qui sont adressés, il y a des audits qui sont réguliers, il y a un reporting qui se fait par les entreprises à l'AFA et par l'AFA au procureur, qui fait que l'entreprise a suffisamment de temps pour se préparer, pour faire recours à ses avocats, à son département de conformité, pour que ça soit une réussite et qu'il n'y ait pas les mauvaises surprises qu'il peut y avoir lors d'une perquisition qui, par définition, devrait avoir un élément de surprise et voilà, de contrainte supérieure à celle infligée par une administration. Ouais, mais je nuancerais quand même un tout petit peu le propos qui est de dire, en fait, un contrôle AFA, c'est super sympa, quoi. Je ne suis pas sûre que ça puisse bien se passer parce que l'AFA aujourd'hui est prête à un dialogue parce que son objectif, c'est d'arriver à une transaction en définitive. Oui. Donc, je serais un peu plus nuancée. Mais bon, ça, c'est parce que je suis une méchante litigator. Évidemment, il faut les entreprises concernées et surtout celles qui rentrent dans le domaine d'application de l'article 17 de la loi Sapin, elles ont un cadre de contrainte qui est bien déterminé. Dès le moment qu'il y ait en fait d'individualisation de ce cadre, c'est-à-dire qu'au lieu d'adopter un cadre qui reflète les propositions de l'AFA, l'entreprise décide d'établir un cadre qu'elle juge plus approprié, plus adapté, plus conforme à son ordre. Donc, à ce moment-là, l'AFA va être plus nuancée. C'est-à-dire, il y a eu des décisions dans lesquelles le directeur de l'AFA a été très critique par rapport à un cadre de prévention qui a été établi par une entreprise, par un groupe d'entreprises, qui était nettement différent de celui qui était proposé, avancé par l'AFA. Donc là, évidemment, on va se retrouver face à une agence, face à une administration, face à des agents qui sont réticents parce que le cadre que eux ils ont préconisé n'a pas été respecté. Et ça sera à l'entreprise et à ses conseils de prouver que même si le cadre est différent, le cadre les objectifs sont atteints parce que finalement, la loi Sapin 2, elle établit des objectifs qui sont problématiques parce que c'est des objectifs d'efficience, d'efficacité, de gestion des risques. Donc, c'est des objectifs qui dans leur mise en place, requièrent énormément de travail de la part de la société pour arriver à satisfaire les expectatives de l'AFA. C'est dans ce cadre-là d'une entreprise vertueuse
que l'AFA serait plus... Enfin, on a aussi l'impression qu'effectivement l'AFA veut un cadre et que tout le monde rentre dans le cadre. C'est un peu la chaussure. Vous faites tous du 38, c'est comme ça, parce que c'est aussi très facile après pour eux, enfin c'est plus facile pour les agents de contrôler sur la base d'un cadre préexistant qui est toujours le même, quel que soit le secteur d'activité. Et c'est là où effectivement on peut avoir des discussions et se dire que c'est peut-être un peu un abus de pouvoir aussi de la part de l'AFA, parce que la loi ne dit pas qu'il faut suivre une seule méthode qui va s'appliquer à tout le monde, tout secteur confondu, et que ce sera très efficace. Là aussi qu'il y a, je dirais, de la pédagogie à faire par les entreprises auprès de l'AFA, sauf que on est dans un cadre quasi pénal et qu'on n'est pas jamais très à l'aise de discuter dans ces cadres-là. Je pense que chaque organisme, y compris l'AFA, dès le moment qu'ils prennent de la maturité, qu'ils développent leurs pratiques, qu'ils aient suffisamment d'expérience dans le domaine, elles vont devenir d'un côté plus confiants, mais d'un autre côté aussi plus flexibles. Pour moi, il y a un aspect de jeunesse de l'institution qui fait que ils essaient de rentrer dans ce schéma et aussi de donner aux entreprises le bénéfice du doute. C'est-à-dire, dès le moment que vous rentrez dans la case établie par l'AFA, a priori, vous êtes conforme aux dispositions de la loi. C'est une administration qui est relativement limitée. Le nombre d'agents, il est limité. Les dossiers du droit pénal des affaires en France ne sont pas aussi développés, aussi nombreux qu'une économie telle que la France, avec un rayonnement international, le laisserait penser. Et c'est notamment pointé du doigt par le dernier rapport de l'OCDE. La France, c'est une économie très, très grande, avec des entreprises internationales qui est présente sur tous les marchés, qui est exposée à tous les risques, qui a une économie qui n'est pas seulement basée sur les services, mais aussi sur l'industriel, la production, le pharmaceutique, qui sont des domaines de risque, et que sur la base de cet ensemble d'éléments, si on regarde les procédures qui sont entamées, le nombre et l'étendue, il est beaucoup plus limité de ceux d'économies comparables. Et pareil pour l'AFA. L'AFA, il faut aussi réfléchir à l'aspect purement organisationnel de l'AFA. Il faut recruter ces experts. Il faut les attirer. Il faut qu'ils soient suffisamment expérimentés pour confronter une entreprise qui est conseillée par un cabinet qui s'est spécialisé, par exemple, en droit pénal des affaires, qui ont fait des grandes enquêtes internationales. Donc, il y a toute cette logique qui fait que l'AFA a des choses à... Ouais, voilà. L'idée n'était pas non plus de se faire l'avocat de l'AFA, donc voilà. On va peut-être s'arrêter là. Pardon, Mélanie, j'avais une question. Oui. Une question qui concerne l'ensemble de vos interventions. L'article 58.1 nouveau, futur, disons. Donc, on sait qu'il ne concerne pas la matière pénale. En France, tout est pénal, donc ce n'est pas une révolution. Mais est-ce que tout de même, il pourrait conduire à sanctuariser, le terme est très fort, mais vous comprenez ce que je veux dire, les directions juridiques? Sanctuariser, j'ai un doute. Je pense que non, parce que déjà là, quand on entend ce que Marion a exposé sur le fait que, d'après ce que je comprends, parce que je n'ai pas lu dans le détail la loi, mais que c'est des conseils à la direction générale qui sont protégés, alors que bon, c'est d'expérience que vos interlocuteurs, c'est souvent les unités opérationnelles, c'est telle ou telle personne qui a un problème avec tel établissement de santé ou je sais pas quoi, qui va intervenir et qui va demander la consultation. Et en l'état du texte, sauf à faire une interprétation très large de ce que c'est la direction générale, ça ne me semble pas protégé pour le moment.
Mais le problème, c'est que les délégations sont assez encadrées dans les entreprises. Tout le monde n'a pas de délégation. Je ne parlais pas de sanctuariser la direction générale, mais la direction juridique. Oui, mais c'est-à-dire c'est bien ça. En cas de perquisition, le document, ils aillent le chercher chez le destinataire, mais pas chez l'émetteur. Mais de toute façon, même aujourd'hui, en général, les directions juridiques ne sont pas terriblement ciblées. Hein. Ce n'est pas là où ils vont. C'est-à-dire, ils trouvent les consultations dans les boîtes mail. C'est évidemment, nous, on a un cas aujourd'hui, et Mathieu, je l'avais raconté l'autre jour, c'est que le directeur général de l'entreprise a été interrogé, c'était en province, et donc il n'y avait pas d'assistance d'avocat, sauf par téléphone, mais bon, je ne sais pas ce qui s'était passé, ce n'était pas nous. Et l'inspecteur pose la question au directeur général, avez-vous des consultations d'avocats dans votre boîte mail? Et cette Anne, je n'ai pas d'autres mots, dit non. Et quand on a reçu les informations, je crois qu'il y avait 8000 ou 6000 consultations d'avocats dans sa boîte mail. Mais pour lui, consultation d'avocats, c'était genre, est-ce qu'il y a un document problématique? Mais il les avait pas. En plus. En plus. Et là, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire quand ce genre de situation arrive? Et donc, ce n'était pas du tout la direction juridique qui était ciblée. La boîte n'en avait pas. Mais s'il y avait eu une direction juridique, je ne pense pas qu'ils auraient été à la direction juridique. Ce n'est pas leur cible. Et ils ne cherchent pas les... Entre nous soit dit, ils ne cherchent pas les problèmes. Ouais. Mais même récemment, dans une autre boîte, je veux dire, ils ont été voir la directrice juridique, regarder son bureau, et quand ils ont vu des consultations d'avocats, ils ne les ont pas prises. Hein? Ouais. Ça ne les intéresse pas du moment qu'ils savent que c'est protégé. Donc, ils ne cherchent pas les problèmes. Mais quand il y a des doutes, comme dans le cadre de cette législation en préparation, franchement, ça leur donne de la marge de manœuvre. Hein. Et quand vous avez quelqu'un, je parle là que de la concurrence, hein, mais quand vous avez quelqu'un comme le rapporteur général de l'autorité de la concurrence qui fait une tribune dans les Échos en disant qu'il n'appliquera pas la règle, grosso modo, et qu'il n'y a pas matière à, on s'interroge quand même. On s'interroge. Et surtout, il faudra voir ce que la jurisprudence en dira. Marion en a parlé. Il y a la loi de 71 qui n'a pas été essentiellement modifiée, mais que la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est clairement problématique par rapport au texte qui, quand on le lit, il est assez clair. Non, mais ça va plus loin que ça, Garbis, parce que la Cour de cassation, elle a deux interprétations. La chambre criminelle a cette interprétation, la chambre commerciale en matière douanière ou fiscale a une autre interprétation. Donc, c'est quand même très problématique. Et aussi, voilà. Ils ont essayé de faire un mélange entre le droit français, c'est-à-dire le rapport avocat-client qui, en fait, attire le secret professionnel, et le cadre anglo-saxon, c'est-à-dire les correspondances échangées avec un avocat en demandant un conseil, en fournissant un conseil dans le cadre d'une procédure en cours. Donc, cette loi-là, elle est le juste milieu entre la structure française ou la logique française dans laquelle il y a un avocat et il y a un client, et la logique anglo-saxonne dans laquelle le conseil fourni par un juriste d'entreprise est protégé pourvu qu'il y a un conseil juridique qui est fourni, ou qu'on se place dans le cadre d'une procédure judiciaire contentieuse en cours. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, non? Non. Écoutez, c'était vraiment très complet. Je prends le micro. Non, c'était très complet. Je pense que vraiment, merci beaucoup pour ce travail qui a été fait. La vidéo donc sera disponible sur le cercle, sur le site du cercle. Donc, si vous voulez revoir ou inciter aussi auprès d'autres pour leur rappeler effectivement pour qu'ils puissent aller regarder parce que c'était vraiment très très complet. Merci beaucoup.